Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre bulletin d'information. Dans l'actualité nationale, l'Algérie sera représentée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Snoussi Beriksi, aux travaux de la 3e réunion du groupe international de contact sur la Libye qui aura lieu mercredi à Niamey, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie avait participé aux précédentes réunions du groupe international de contact sur la Libye, tenues à Addis Abeba respectivement le 3 décembre 2014 et le 28 janvier 2015, en marge du sommet de l'Union africaine. Le groupe international de contact sur la Libye est une enceinte de concertation multilatérale sur la crise libyenne qui regroupe, sous l'égide de l'Union africaine, notamment les pays voisins de la Libye, Algérie, Tunisie, Égypte, Niger, Soudan et Tchad, les pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique. Dans le volet pénal, au total 385 témoins seront convoqués le 4 mai prochain au tribunal criminel près la cour de Blida dans le cadre du procès de l'affaire Al Khalifa Bank, a-t-on appris mardi de sources judiciaires. 133 personnes entre victimes et parties civiles seront également convoquées au procès qui sera présidé par le juge Antar Menouar, a-t-on ajouté de même source, précisant que les délibérations se tiendront à la salle 1 du dit tribunal criminel. Le même juge avait présidé le dernier procès en cassation tenu le 2 avril 2013. Les accusés seront jugés notamment pour les chefs d'inculpation de constitution d'une association de malfaiteurs, vol qualifié, escroquerie, abus de confiance et falsification de documents officiels. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Louh, avait indiqué récemment que l'enquête concernant l'affaire El Khalifa se poursuivait conformément aux procédures judiciaires en vigueur, ainsi que dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine. Le premier procès tenu en 2007, abrité par le même tribunal, s'est achevé par la prononciation de peines allant d'1 année à 20 ans de prison et la relaxation d'une 50aine de personnes parmi les 94 prévenus jugés en comparution. 10 autres accusés avaient été condamnés par contumace, dont le principal accusé dans cette affaire, Abdelmoumen Rafiq Khalifa, condamné à la prison à perpétuité. La justice avait été saisie dans cette affaire après que la Banque d'Algérie eut constaté un découvert de 3,2 milliards de dinars dans la caisse principale de Khalifa Bank, qui fut la première banque privée en Algérie. L'ancien homme d'affaires Rafiq Abdelmoumen Khalifa, qui s'est réfugié en Grande-Bretagne depuis 2003 et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, a été extradé fin 2013 vers l'Algérie, conformément aux procédures légales et aux dispositions de la Convention judiciaire entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Dans le dossier proche-oriental, la Palestine compte désormais officiellement parmi les 123 États membres de la Cour pénale internationale. Mais l'autorité palestinienne ne déposera pas, du moins dans l'immédiat, de plainte visant la colonisation israélienne, comme l'avait annoncé début mars le ministre des Affaires étrangères Riyad El-Maliki. « Nous ne cherchons pas la vengeance mais la justice », a-t-il déclaré lors d'une conférence à l'Institut des sciences sociales de La Haye aux Pays-Bas, la veille de la cérémonie d'adhésion de la Palestine à la Cour, le mardi 1er avril. Une cérémonie symbolique qui lui permet néanmoins d'agir désormais en qualité d'État au sein d'une organisation internationale et d'y disposer d'un droit de vote, contrairement à Israël qui s'oppose à cette juridiction établie par traité et chargée de poursuivre les auteurs de crimes de masse commis depuis 2002. Ramallah a adhéré à la Cour le 1er janvier à la suite de l'échec d'une résolution du Conseil de sécurité visant à fixer un calendrier pour la reconnaissance de l'État palestinien et la fin de la colonisation israélienne. Les États-Unis et Israël avaient vivement condamné la démarche, déniant à la Palestine la qualité d'État qui lui ouvrait les portes de la CPI. Le gouvernement israélien a aussi gelé les rentrées fiscales de 106 millions d'euros mensuels collectés pour le compte des Palestiniens. Une décision sur laquelle il est revenu vendredi après un accord secret selon lequel Ramallah n'ouvrirait pas de nouveaux fronts devant la Cour, ciblant spécifiquement la politique de colonisation. La procureure Fatou Bensouda peut bien sûr ouvrir une enquête sans requête des Palestiniens, mais le demande sur un point précis en plus de chances d'aboutir. Parallèlement à sa demande d'adhésion à la Cour début janvier, Ramallah a demandé à la procureure d'enquêter sur les crimes commis depuis le 13 juin 2014, visant ainsi l'opération Bordure protectrice conduite par l'armée israélienne à Gaza durant l'été. Madame Bensouda a lancé un examen préliminaire, étape préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête. En mars, le ministre des Affaires étrangères israélien Avigdor Lieberman promettait de faire du lobbying pour convaincre les États de ne pas contribuer au budget de la juridiction,
Pour l'instant, il n'y a pas de signe, dit-on du côté des diplomates occidentaux à La Haye. Ils peuvent utiliser toutes les pressions qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas stopper la Cour, assure de son côté Nabil Abou Znaïd, chef de la délégation de Palestine aux Pays-Bas. Dans la péninsule arabique, l'intervention au Yémen se joue sur fond de rivalité entre princes de la famille régnante saoudienne, estime une spécialiste de l'Arabie saoudite. Cette guerre se joue également sur fond de rivalité souterraine au sein de la famille royale, explique-t-elle. Dans l'intervention militaire saoudienne au Yémen, il ne s'agit pas seulement de limiter l'expansionnisme iranien dans le sud du Golfe arabo-persique, écrit la spécialiste de l'Arabie saoudite. Selon la journaliste, le nouveau roi Salman Ben Abdelaziz est déterminé à faire de son pays le gendarme de la péninsule. Son fils Mohammed, devenu ministre de la Défense, supervise les opérations malgré son manque d'expérience. Il compte ainsi se hisser sur un pied d'égalité avec son cousin Mohammed Ben Naïf Ben Abdelaziz, ministre de l'Intérieur, et avec d'autres princes plus compétents que lui. C'est pour cela qu'il s'implique dans une guerre ambiguë, dangereuse et potentiellement catastrophique à la fois pour le Yémen et pour l'Arabie saoudite. La spécialiste précise qu'une victoire au Yémen ne réglerait pas seulement les rivalités entre princes de la famille régnante, mais unifierait également une nation saoudienne inquiète et divisée sur les questions intérieures et sur la politique étrangère contre-révolutionnaire du pays, qui n'a pas cessé depuis 5 ans de combattre les effets du printemps arabe. Sur le terrain, une trentaine de personnes ont été tuées et 80 blessées dans le bombardement mardi soir d'une laiterie de la ville portuaire de Hodeïda dans l'ouest du Yémen, a indiqué mercredi le gouverneur Hassan Ahmed El-Hay. Il y a eu 37 morts et 80 blessés, a-t-il déclaré. L'aviation et la marine de la coalition arabe ont bombardé tôt mercredi des positions miliciens chiites à Aden et les bombardements se sont concentrés sur un complexe de l'administration provinciale à Dar Saad, dont s'étaient emparés les Houthistes dans le nord de la ville. À New York, l'UNICEF a rapporté mardi soir qu'au moins 62 enfants avaient été tués et 30 autres blessés dans les combats de la semaine écoulée au Yémen. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a demandé au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon de faire tout son possible pour que cesse immédiatement l'opération aérienne de la coalition arabe au Yémen, rapporte l'agence de presse iranienne IRNA. Dans l'actualité africaine, c'est une première historique. Le Nigeria a connu, avec l'élection présidentielle dont Muhammadu Buhari est sorti vainqueur mardi, la première alternance démocratique de son histoire. Un scrutin qui s'est généralement déroulé dans le calme et dont le vainqueur sera très attendu sur les thèmes de la sécurité et de la lutte contre la corruption. Le chef de l'opposition nigériane a remporté la présidentielle avec 53,9% des voix. Le président sortant Goodluck Jonathan a reconnu sa défaite et a lancé un appel au calme à ses partisans. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle au Nigeria face à Goodluck Jonathan selon les résultats officiels proclamés mercredi 1er avril, à l'issue de l'élection la plus serrée de l'histoire de ce pays le plus peuplé d'Afrique. Nous avons montré au monde entier que nous sommes bel et bien engagés sur la voie de la démocratie. Le monopartisme est derrière nous, a-t-il clamé. Cette victoire de l'opposition constitue en effet la première alternance démocratique au Nigeria, marquant un tournant majeur dans l'histoire politique agitée de ce pays qui a connu 6 coups d'État militaires depuis son indépendance en 1960 et qui a été gouverné par le même parti depuis la fin des dictatures militaires il y a 16 ans. Sur le nucléaire iranien, beaucoup d'interrogations ce mercredi 1er avril à Lausanne. L'échéance fixée au mardi soir minuit est dépassée, mais un accord sur le programme nucléaire serait néanmoins en vue. Du coup, les grandes puissances jouent les prolongations même si les ministres chinois, français et russes des Affaires étrangères ont déjà quitté Lausanne. Les discussions doivent reprendre, mais depuis hier soir, c'est un scénario digne d'une pièce de théâtre où l'on aime se faire peur qui continue de se dérouler. Il n'y a pas eu d'accord ce mercredi, mais certainement de la dramaturgie avec des portes qui claquent et des personnages quittant la scène. Ces dernières heures, Iraniens et Russes ont eu des propos plutôt optimistes. Le chef de la diplomatie chinoise, quant à lui, a parlé de progrès importants sur les sujets cruciaux et a demandé aux deux parties de rapprocher leurs positions. Le rideau n'est encore pas définitivement tombé sur ces négociations, même si la date butoir est désormais dépassée. Pour le diplomate britannique, la base d'un compromis est là, même s'il reste des questions clés sur lesquelles nous devons encore travailler, a déclaré Philippe Hammond. De leur côté, les Allemands estiment également que les discussions butent sur plusieurs questions importantes. Du côté de Téhéran, on rappelle qu'il ne peut y avoir d'accord sans cadre pour la levée de toutes les sanctions. C'était notre dernière information. Merci de nous avoir suivis.